En pleine guerre froide, la CIA a secrètement tenté l'opération la plus folle de l'histoire navale. Voler un sous-marin nucléaire soviétique gisant à 5000 mètres de profondeur. Jusqu'où les États-Unis sont-ils réellement allés pour s'emparer du K-129 ? Dans le froid de la fin des années 60, le monde retient son souffle sans le savoir. Deux colosses se font face. Ils ne brandissent pas des lances, mais des ogives. Ils ne se défient pas sur un champ de bataille, mais dans les silences de l'océan. D'un côté, les États-Unis. De l'autre, l'Union soviétique. Leur querelle n'a pas de front visible. Elle se glisse dans les orbites des satellites, dans les couches de l'atmosphère, dans les abysses. La guerre ne se déclare pas. Elle existe déjà. Elle porte un nom, guerre froide. Dans ce temps suspendu, la peur est une architecture invisible. Chaque ville, chaque port, chaque base aérienne vit sous l'ombre d'un éclair potentiel, d'un feu venu du ciel. Les arsenaux nucléaires grossissent, les missiles se perfectionnent. Mais les yeux des hommes ne voient rien. Tout se joue loin des regards, dans des salles sans fenêtres, dans des mers sans rivage. Sous les vagues, un autre monde se construit. Des coques d'acier glissent silencieusement, comme des requins de métal, chargés d'armes capables d'anéantir des continents. Les sous-marins lanceurs d'engins apparaissent, monstres discrets de la dissuasion. Les Américains développent leurs SSBN, gardiens des missiles Polaris et Poséidon. Les Soviétiques répondent avec leurs propres créatures, des sous-marins diesel électriques armés de missiles balistiques. Chaque patrouille est un message. Nous sommes là, nous pouvons frapper, même si vous détruisez tout le reste. Les services américains tendent leurs filets. La CIA cherche, fouille, infiltre. L'US Navy écoute le vaste océan. La NSA, dans l'ombre, déchiffre ce qui peut l'être, intercepte ce qui circule dans les ondes. Et, dans ces années où tout paraît possible, un réseau se déploie sur les fonds marins. SOSUS. Le Sound Surveillance System s'étire comme une toile de verre au fond de l'Atlantique et du Pacifique. Des hydrophones géants guettent la moindre vibration, le moindre grondement d'hélice. Les câbles rejoignent des stations secrètes sur les côtes américaines. Des opérateurs veillent derrière des écrans et des enregistreurs. Ils n'entendent pas le chant des baleines. Ils traquent la rumeur grave des sous-marins soviétiques. Le K-129 est un sous-marin soviétique de classe Golf II, projet 629A. Une coque robuste, diesel électrique. Pas de réacteur nucléaire, mais un cœur de batterie, des moteurs à combustion, un corps forgé pour la patience et le silence. Son massif se dresse comme une tour courte et trapue. En son sein, 3 tubes verticaux. 3 conduits pour des missiles R-21, que les Occidentaux nomment SSN-5 serbes. Ces R-21 ne parcourent pas le monde entier, mais ils atteignent des milliers de kilomètres. À leur tête, la promesse du feu nucléaire. Ils dorment dans les entrailles de la coque, entourés de circuits, de systèmes de guidage, de mécanismes secrets. Assez, dit-on, pour frapper des cibles sur le sol américain, si le sous-marin s'approche suffisamment. Le K-129 appartient à la flotte du Pacifique soviétique. Sa base d'attache, Rybatchi, près de Petropavlovsk-Kamtchatski, au Kamtchatka. Là, sur cette péninsule fouettée par les vents, les montagnes volcaniques dominent des ports militaires camouflés. Des sous-marins entrent et sortent, dans le brouillard et la neige. Les hommes montent à bord, saluent la bannière rouge frappée de la faucille et du marteau, disparaissent sur la mer grise. Les missions du K-129, les Américains les devinent. Patrouille de dissuasion dans le Pacifique Nord. Course silencieuse au large d'Hawaï. Présence insinuée près des côtes américaines. Selon les analyses qui circulent plus tard, ce sous-marin se poste parfois dans l'ombre des îles, guettant les ordres qui ne doivent jamais venir. Tirer, si la guerre devient totale. Au début de l'année 1968, la mer du Pacifique respire lourdement sous les nuages d'hiver. Dans les docks de Rybatchi,
des marins chargent. Des vivres, des pièces de rechange, des documents scellés. Les officiers consultent les ordres, signent, ferment des enveloppes. La date que garderont les archives ouvertes est celle du 24 février 1968, le départ. Le K-129 quitte sa base, glisse hors du port. Sur le quai, des familles agitent les bras. On ne sait jamais si l'on revoit ceux qui plongent. Les hélices brassent l'eau glacée. Le sous-marin s'enfonce vers le large, passe sous la surface, disparaît dans la nuit liquide. Les jours suivants, il progresse vers sa zone de patrouille. Les hommes à bord vivent au rythme des quarts, des manœuvres, des vérifications. La coque grince sous la pression. L'air se charge d'odeurs d'huile, de métal, de sueur retenue. Les cartes marines sortent, les coordonnées changent. La machine de guerre suit sa route, sans témoin, sauf le destin. Puis vient mars. On retiendra plus tard une autre date, le 8 mars 1968. Quelque part dans les profondeurs du Pacifique Nord, loin au nord-ouest d'Hawaï, quelque chose se produit. À bord du K-129, une erreur, un défaut, un enchaînement fatal. Les documents ne le disent pas clairement. Mais les faits, eux, se dressent comme des pierres froides. Le sous-marin cesse de répondre. Alors commence la recherche. L'URSS envoie des navires de surface, des sous-marins, des avions de patrouille. Des semaines durant, les silhouettes grises sillonnent le Pacifique Nord. Les marins scrutent l'horizon, jettent des bouées, sondent les fonds par des moyens rudimentaires. Rien. La mer refuse de parler. Aucune clameur ne s'élève à Moscou. Officiellement, rien n'est dit. Les communiqués restent muets. La perte d'un sous-marin, dans cet empire du secret, ne se proclame pas au monde. Plus tard seulement, de façon feutrée, la disparition d'un bâtiment sera reconnue. Mais pour l'instant, le K-129 est un fantôme que seule la haute hiérarchie regarde en face. De l'autre côté du globe, des oreilles cachées ont perçu quelque chose. Dans les profondeurs où se dressent les capteurs du réseau Soyuz, en mars 1968, un bruit étrange a frappé le silence. Un coup sourd, prolongé, un grondement qui n'est ni la houle, ni la voix des animaux marins. Un événement anormal qui marque les enregistrements. Les analystes de l'US Navy reçoivent les bandes. Ils écoutent, comparent, mesurent. Des spécialistes de l'acoustique plongent dans les détails. Intensité, durée, direction. D'autres capteurs, ailleurs dans le Pacifique, confirment la même secousse. La CIA, avertie, s'assoit à la table. Que s'est-il passé, loin au nord-ouest d'Hawaï, au fond des eaux abyssales? Les calculs commencent. On triangule l'origine du son. On cherche le point où les courbes de propagation se croisent. Une zone se dessine, vague d'abord, puis plus nette. Environ 1500 milles nautiques au nord-ouest des îles hawaïennes. Une tache bleue sur les cartes, au milieu d'un désert océanique. La profondeur annoncée dépasse les 4000 mètres, parfois près de 5000. Au fond, c'est le royaume de la nuit totale, du froid, d'une pression qui broie l'acier. L'US Navy et la CIA savent qu'un sous-marin soviétique manque à l'appel. Les mouvements récents de la flotte de l'URSS, l'agitation inhabituelle de ces navires le laissent deviner. Les oreilles de Soyuz murmurent que là-bas, sous 4 à 5 kilomètres d'eau, quelque chose d'énorme a explosé ou implosé. Une décision est prise, vérifiée. Non pas avec des mots, mais avec des yeux. Un nom de navire remonte à la surface des discussions. L'USS Halibut, SSN 587. Ancien sous-marin nucléaire lance-missiles guidé, remodelé pour des missions spéciales. Il n'est plus un simple chasseur, il est devenu un espion des fonds, un instrument pour s'approcher de l'ennemi sans être vu. L'USS Halibut reçoit son ordre. Peut s'advirer un appareil de photographie profonde, monté sur des structures robustes. Chaque boulon compte.
Chaque câble peut décider de l'échec ou du triomphe. Les jours passent. Le halibut arrive sur place, au-dessus d'un gouffre liquide qui ne connaîtra jamais la lumière du soleil. Les équipes déploient les câbles, la caméra remorquée descend, grignotant lentement les milliers de mètres qui la séparent du fond. Ce qui suit appartient à un ballet de patience et de précision. On remorque, on explore, on examine les échos sur les écrans. Des formes apparaissent, disparaissent. Rochers, dunes de sédiments, cicatrices invisibles à l'œil nu. L'USS Halibut vient de trouver ce qu'il cherche. L'épave du K-129 repose là, brisée en plusieurs sections. Les déformations, les fractures, les fragments de coque racontent une mort violente. Les caméras fixent tout. Le massif éventré, des parties disloquées, des débris épars sur le plancher océanique. Ces images remontent à bord, puis voyagent dans des valises scellées vers les bureaux de la CIA et de l'US Navy. Les ingénieurs, les stratèges, les officiers les épluchent. Ils voient des silhouettes de missiles, ou ce qui pourrait être leur reste. Ils devinent la présence de compartiments où, peut-être, des codes et des systèmes de guidage dorment encore, prisonniers de la rouille naissante. Car pour Washington, l'intérêt est immense. Le K-129 n'est pas seulement un cercueil d'acier. Il est un coffre. Dans ses flancs se trouvent peut-être des têtes nucléaires, des missiles balistiques entiers ou partiels, des dispositifs de guidage, des circuits de lancement. Peuvent s'y tapir des codes de communication, des documents cryptographiques, des manuels, des journaux de bord, des procédures. Tout ce qui révèle comment pense l'adversaire, comment il arme, comment il tire, comment il parle à ses navires. Les spécialistes dressent des scénarios. Que vaudraient quelques ogives entre leurs mains? Que révéleraient des circuits électroniques, des gyroscopes, des mécanismes d'armement? Et si, dans un coffre étanche, reposaient des livres de code, des documents chiffrés, les clés des communications soviétiques? Mais l'enthousiasme se heurte à la réalité de la mer. Récupérer une partie de ce sous-marin à près de 5000 mètres de profondeur frôle la démesure. La pression à ces abysses réduit la plupart des machines humaines en miettes. Le poids de la coque, même en fragments, dépasse ce que les navires ordinaires peuvent supporter. Et il y a cette menace silencieuse, la contamination nucléaire. Si les ogives se rompent, si des fuites se produisent, quelles conséquences? Les diplomates, eux, mesurent un autre danger. Si l'URSS découvre l'opération, si elle surprend un navire américain en train de remonter une relique de sa force nucléaire, la crise peut éclater. Une confrontation en pleine mer, une dénonciation mondiale, peut-être un engrenage incontrôlable. Le pari est terrible. Succès ou scandale planétaire. Pourtant, l'esprit de compétition technologique domine cette ère. Les Américains envoient des hommes sur la Lune. Ils sondent les tréfonds de la Terre. Démontrer qu'ils peuvent soulever un morceau de sous-marin soviétique depuis une telle profondeur serait un exploit sans précédent. Un message à peine voilé. Rien n'est hors de portée. Les bureaux s'enflamment de calculs, de mémos, de notes classifiées. Des analyses internes se multiplient. On évalue la valeur possible du renseignement technique. Missiles, torpilles, systèmes de lancement. On estime le prix du renseignement documentaire, codes de chiffrement, carnets, journaux de bord. Chaque ligne essaye de peser l'impossible. Le risque face au gain. Arrive le temps où ces réflexions quittent les couloirs et montent vers les plus hauts sommets du pouvoir. Le dossier franchit les portes des commissions secrètes, des réunions cercles fermés. Il arrive à la Maison-Blanche, sur la table de l'administration Nixon. Les conseillers se penchent, la CIA présente, l'US Navy renchérit. Richard Helms, directeur de la CIA, porte la cause du projet. Il parle d'une occasion unique de pénétrer l'intimité technologique de l'ennemi.
Il invoque ce que les photos du halibut montrent et ce qu'elles suggèrent. Il rappelle la nécessité d'une couverture crédible, l'impératif de discrétion absolue. Peut-on vraiment construire une machine capable de soulever une telle masse depuis un tel abîme? Peut-on cacher l'opération aux yeux de l'URSS? Quel budget faudra-t-il engloutir dans cette entreprise? Et s'il en échoue, que restera-t-il, sinon le silence forcé, la honte bien gardée? Les échanges durent. Les risques techniques, diplomatiques, politiques sont alignés comme des pions sur une carte. Mais la tentation dépasse la peur. L'époque aime les paris impossibles. La bannière étoilée flotte déjà sur des projets que l'on disait irréalisables. Finalement, le gouvernement américain valide le principe. Il accepte l'idée d'une opération secrète de récupération, à condition qu'une couverture solide la dissimule et qu'une faisabilité technique raisonnable soit démontrée. La CIA reçoit son feu vert. Le projet, désormais, porte un nom de code qui deviendra légende. Project Azorian. Dans des salles où l'on ne prononce pas ce nom à haute voix, les ingénieurs de l'agence et leurs alliés industriels se mettent au travail. Le mandat est clair et démesuré. Concevoir un système de levage qui puisse soulever, depuis près de 5000 mètres, une partie d'un sous-marin pesant plusieurs milliers de tonnes. On parle en métal, en câble, en flexion, en rupture. On étudie la résistance des matériaux, les effets de la pression. On imagine un capture véhicule, un grappin géant, une mâchoire d'acier capable de saisir la carcasse du K-129. Autour de lui, il faut un navire sans équivalent. Un gigantesque vaisseau d'acier, doté en son ventre d'un puits ouvert sur la mer. Une moonpool. C'est par ce trou béant, au centre du navire, que descendra la colonne de tubes, que plongera le grappin. Et c'est dans cette cathédrale intérieure, invisible de l'extérieur, que l'on abritera la remontée de la carcasse soviétique, loin des yeux indiscrets des satellites ou des avions de patrouille. Les chiffres donnent le vertige. Le coût estimé grimpe aux centaines de millions de dollars de l'époque. Les budgets doivent se dissimuler dans les replis des comptes secrets, dans les lignes des programmes couverts. Mais le sceau tombe. Validation budgétaire secrète. La machine peut naître. Hughes, l'aviateur, le constructeur, l'excentrique milliardaire. Sa Hughes Tool Company possède déjà une réputation d'innovateur. Ses intérêts dans l'offshore, dans l'exploration pétrolière en haute mer, offrent un décor parfait. Qui s'étonnerait qu'il veuille explorer les fonds marins, lui qui a toujours voulu pousser les limites plus loin? Une histoire de couverture se façonne. On parle de nodules polymétalliques. Ces concrétions riches en manganèse, nickel, cobalt, cuivre, qui tapissent certains fonds océaniques, deviennent soudain l'objet d'une quête. La légende officielle annonce un projet révolutionnaire. Un navire destiné à l'exploitation minière des grands fonds, capable de ramasser ces nodules comme des pierres précieuses industrielles. Pour donner corps à cette fiction utile, une société est créée, Global Marine Development Inc. Elle devient le contractant principal pour la construction du navire, en lien secret avec la CIA. Les contrats se signent non pas sous le sceau de l'agence, mais via des entités écrans, des coquilles qui masquent l'origine véritable des fonds. Howard Hughes, ou du moins son empire, enfile le costume du pionnier minier. Dans les journaux, quelques notes apparaissent. On mentionne un futur navire de forage et d'exploration minière en haute mer. On vante l'exploitation possible des nodules polymétalliques, le potentiel économique des grands fonds. Nulle allusion à un sous-marin soviétique disparu. Nulle mention d'ogives ou de code. La couverture s'étend, discrète, suffisante pour que les curieux s'arrêtent à cette histoire séduisante. Le chantier naval est choisi. Sun Shipbuilding and Dry Dock Company, à Chester, en Pennsylvanie. Là, sur les rives industrielles,
La construction du navire commence au début des années 1970. Une vaste moon pool centrale, comme un gouffre rectangulaire dans le cœur du navire. Ce vaisseau prend un nom qui, à lui seul, semble annoncer l'improbable. Glomar Explorer. À l'œil nu, il ressemble à un navire de forage en haute mer. Une tour de forage se dresse sur le pont, comme celle des plateformes pétrolières. Un système complexe de tubes de forage descend depuis cette tour, formant la colonne vertébrale du futur levage. Sous la surface du pont, la Moon Pool attend, caverne inondable et secrète. Dans les entrailles du Glomar Explorer, un système de levage massif s'installe. C'est lui, parfois surnommé Capture Vehicle ou Clémentine, qui descendra jusqu'au fond. Il voyage dans une barge submersible, le Hughes Mining Barge, HMB1. Cette barge permet d'assembler et de dissimuler le grappin et ses structures avant de les transférer sous le Glomar Explorer, à l'abri des regards venus du ciel. Ainsi, même les yeux des satellites soviétiques ne voient qu'une silhouette anodine. Les essais commencent. Le Glomar Explorer sort en mer pour tester sa stabilité, éprouver ses treuils, vérifier que la longue colonne de tubes ne se brise pas sous son propre poids. On mesure les vibrations, on corrige les défauts de contrôle de position. Un navire qui doit rester immobile au-dessus d'un point minuscule du fond, malgré les vents et les courants, doit devenir un funambule de l'océan. Les ingénieurs ajustent, reforgent, recalculent. À bord, l'équipage se forme. Une partie vient de Global Marine, des gens qui croient parfois à l'histoire officielle des nodules. D'autres appartiennent, de près ou de loin, à la CIA et à l'US Navy. Les informations sont cloisonnées. Chacun sait ce qu'il doit savoir, rien de plus. Des consignes strictes sur la confidentialité circulent. La véritable mission ne se dit qu'à voix basse, dans des pièces verrouillées. Lorsque le navire est jugé prêt, l'océan Pacifique l'attend. En 1974, le Glomar Explorer lève l'ancre, quitte les côtes américaines et met le cap vers le nord-ouest d'Hawaï. Sa route épouse celle d'un simple projet minier. Sur le papier, il va explorer des nodules, tester des systèmes d'extraction. En réalité, il se dirige vers la tombe du K-129. Au-dessus de la zone de l'épave, le Glomar engage ses systèmes de positionnement dynamique. Des propulseurs maintiennent la coque sur place, luttant contre les caprices de la mer. Sous le ventre du navire, la Moon Pool s'ouvre. À la surface, la couverture continue. Quelques communications publiques parlent encore d'essais, d'exploration minérale. Rien ne laisse paraître que, sous les vagues, l'une des opérations les plus audacieuses de la guerre froide commence. Dans les entrailles du navire, les treuils se mettent en marche. Le système de capture, ce grappin géant presque mythique, descend dans la Moon Pool. Attaché à la colonne des tubes, il s'enfonce dans l'eau noire. Mètre après mètre, kilomètre après kilomètre, il s'éloigne du monde des hommes. La tension sur les câbles est surveillée comme un pouls. Nulle erreur n'est permise. Là-bas, au fond, le K-129 attend. Guidé par les relevés et les photographies rapportées 6 ans plus tôt par l'USS Halibut, les opérateurs dirigent le grappin. Les signaux remontent, faibles, traduits par des instruments. Le Capture Vehicle se rapproche de la carcasse au milieu des débris. Dans l'obscurité totale, seules les instructions venues d'en haut et les yeux mécaniques des capteurs guident ses mouvements. Puis le moment vient où les mâchoires se referment. Elles étreignent une section principale du sous-marin. On espère y englober la zone des missiles, le compartiment central, tout ce qui pourrait receler la moelle du secret soviétique. Les bras d'acier serrent, se verrouillent. Une prière silencieuse traverse ceux qui, là-haut, observent les indicateurs. Commence alors la remontée. Elle est d'une lenteur inhumaine. Mètre après mètre, sous la tension colossale, la colonne de levage se hisse.
Les treuils gémissent. Les ingénieurs surveillent chaque chiffre, la charge, les flexions, les variations infimes de poids, les oscillations imposées par la mer. Un faux mouvement, une contrainte mal répartie, et tout peut se rompre. Des années de préparation, une fortune d'acier et de secrets basculeraient alors dans le noir du Pacifique. Les heures s'étirent. Le Glomar Explorer flotte, apparemment immobile, tandis que ses entrailles se livrent à cette lutte invisible. L'océan paraît calme, mais la bataille se joue à des kilomètres sous la coque. Les équipes ne quittent pas leur poste. Les alarmes restent muettes, mais personne ne se rassure. Le système de levage subit une rupture partielle. Dans sa prise, une vaste section du K-129 se détache. Une partie énorme de la carcasse tombe, retombe, s'abîme à nouveau vers le fond du Pacifique. Les instruments le sentent. Le poids chute brutalement. La charge se réduit. Le cœur des hommes, lui, se serre. Les minutes suivantes sont une lutte contre la panique. On évalue. On vérifie si tout s'est rompu ou si quelque chose reste pris dans les mâchoires. Les données indiquent qu'une portion de l'épave est toujours là, agrippée par le grappin. On décide de continuer, de sauver ce qui peut l'être. L'échec n'est pas total, mais le rêve de remonter l'ensemble se brise. La colonne continue de remonter. Enfin, après cette ascension inimaginable, la charge atteint la Moon Pool. Les portes coulissantes se referment, isolant la piscine centrale du regard des cieux. Ce qui s'est passé en bas va désormais se découvrir dans le ventre d'acier du navire. Les hommes, dans ce sanctuaire fermé, voient ce que la mer a rendu. Une section du K-129, tordue, arrachée, mais intacte en partie. Au milieu des tôles et des mécanismes brisés, reposent des corps. Des marins soviétiques, morts depuis des années, figés dans leur dernière veille. Au-delà, des équipements, des fragments de systèmes, peut-être plus encore. Mais tout ce qui est effectivement saisi ne franchira pas si facilement les murailles du secret. Nombre de détails restent, des décennies plus tard, couverts d'encre noire dans les documents officiels. Dans des conteneurs sécurisés, les éléments récupérés sont emballés. Les restes humains sont traités avec une gravité particulière. La mer a gardé leur secret 6 ans durant. Désormais, leurs dépouilles passent sous le regard de ceux qui, hier encore, étaient leurs ennemis. On sait déjà qu'aux États-Unis, des installations protégées les attendent pour des analyses, des identifications. L'échec partiel de la récupération technique se double d'une rencontre silencieuse avec la tragédie humaine. Au-dessus du Glomar Explorer, la façade continue. Les communications demeurent celles d'un navire minier, d'un projet expérimental. Autour, les services américains surveillent les eaux. Des navires soviétiques passent à proximité, curieux peut-être de ce bâtiment étrange. Ils observent, mais il n'existe aucune preuve qu'ils percent vraiment la nature de ce qui se joue derrière les portes closes de la Moon Pool. Le navire, après la fin de sa phase de récupération, met le cap vers les États-Unis. Aucune annonce n'accompagne son retour. Le succès partiel, la chute d'une autre partie du sous-marin, tout cela devient secret d'État. Les années passent. Au cœur des bases américaines, les sections du K-129 et les débris récupérés sont transférés dans des enceintes protégées. Des spécialistes en nucléaire, en métallurgie, en électronique soviétique les scrutent. Ils examinent des fragments de structures, des circuits, tout ce que la mer a bien voulu épargner. La nature exacte des renseignements tirés de ces analyses demeure, pour le public, une terre d'ombre. Le silence des rapports classifiés recouvre ces découvertes, comme le sédiment recouvre les épaves. Les restes humains, eux, suscitent une autre forme de décision. Il ne s'agit pas d'objets techniques, mais de marins. Des adversaires en uniforme, morts au service de leur patrie, coincés par le destin entre deux sphères de pouvoir. Les autorités américaines décident de les inhumer en mer. Non dans l'indifférence,
mais selon un rituel militaire. Une cérémonie se tient sur le pont, filmée. Un drapeau soviétique les couvre. L'hymne de leur pays accompagne leur dernier voyage vers l'abîme. La CIA et l'US Navy conservent ces images, longtemps enfermées dans leurs archives, comme un témoignage muet d'un respect rendu par-delà les blocs. Une question pourtant continue de rôder dans les couloirs de Washington. Faut-il revenir? Revenir au-dessus du K-129, tenter une seconde opération de récupération pour arracher au fond la partie qui a chuté? Les défenseurs de cette idée évoquent les informations encore enterrées, les missiles restés en bas, les secrets peut-être intacts. Mais d'autres brandissent les coûts, les risques techniques, le danger accru de détection. Une seconde mission serait plus difficile à cacher. L'URSS pourrait cette fois flairer l'étrangeté, surveiller de plus près, interroger. Les débats internes tranchent finalement en faveur de la prudence. L'opération, déjà marquée par un succès partiel et une cassure dramatique, ne connaît pas de second acte au fond du Pacifique. Le K-129, dans sa plus grande partie, demeure dans son tombeau aquatique. Le Project Azorian, lui, entre dans le silence des dossiers classifiés. Mais le secret, dans un monde où les regards se multiplient, ne reste jamais intact. Au milieu des années 1970, une première fissure apparaît. En 1974-1975, des journalistes du Los Angeles Times et du New York Times s'intéressent au Glomar Explorer. Ils fouillent les questions de financement, les structures complexes autour de Howard Hughes. Des fuites les guident vers quelque chose de plus vaste qu'un simple projet minier. Le gouvernement réagit avec vigueur. Il exerce des pressions pour limiter la diffusion de détails jugés trop sensibles. La sécurité nationale est invoquée. Dans ce bras de fer entre la presse et l'État, un nouvel outil verbal naît. Le refus de confirmer ou infirmer. Devant une demande déposée sous le Freedom of Information Act, la CIA répond qu'elle ne peut ni confirmer ni démentir l'existence de certains documents. Cette formule progresse, se fige, acquiert un nom. La Glomar Response. L'URSS, elle, lit la presse occidentale avec attention. Par bribes, par recoupement, elle comprend qu'une tentative américaine de récupération du K-129 a eu lieu. Pourtant, aucune protestation publique majeure ne se lève à Moscou. L'affaire est trop sensible. La perte du sous-marin n'a jamais été largement étalée devant le peuple soviétique. Accuser les États-Unis reviendrait à exposer au grand jour une blessure cachée. Sur la scène internationale, pourtant, les échos du Project Azorian fascinant se répandent. Même sans schéma détaillé, même sans aveu complet, on devine que les Américains ont tenté, et partiellement réussi, ce que personne n'avait osé. Une récupération en très grande profondeur, à l'échelle d'un sous-marin entier. Les ingénieurs d'autres nations, les stratèges, ne peuvent qu'en prendre note. Les abysses cessent d'être une frontière absolue. Les décennies passent. La guerre froide s'achève, l'URSS se dissout, mais le secret, lui, ne se dissout pas aussi vite. Dans les années 1990 et 2000, par vagues successives, la CIA et d'autres agences américaines commencent à déclassifier certains documents sur le Project Azorian. Les pages arrivent souvent mutilées, tachées de noir sur leurs lignes les plus sensibles. Mais des noms, des dates, des fragments d'histoire émergent. La CIA publie même un article dans sa revue interne, Studies in Intelligence. Elle y reconnaît le nom de code Azorian, le rôle du Glomar Explorer, la nature d'ensemble de l'opération. Une partie du voile se lève. L'impossible devient officiellement advenu. En 2010, un geste symbolique franchit les frontières. La CIA transmet au gouvernement russe une copie de la vidéo de la cérémonie funéraire en mer
pour les marins soviétiques. Les images tournées des décennies plus tôt, drapeaux rouges flottant dans le vent américain, rejoignent ceux qui sont les héritiers officiels de ces morts. Le temps, ici, épouse une courbe étrange. Ennemi d'hier, partenaire prudent d'aujourd'hui, devenu témoin d'un hommage commun. Ces documents, ces images, certains rapports se retrouvent, en partie, dans les archives nationales américaines, sur les sites officiels de la CIA. Les historiens, les journalistes se penchent alors sur le puzzle. Ils rassemblent les pièces éparses, comblent les vides avec des hypothèses prudentes. Le Project Azorian sort peu à peu des ombres, mais jamais complètement. Sur un point essentiel, le mystère persiste. Jusqu'où a atteint la main américaine dans les secrets du cas 129 ? Des sources ouvertes divergent. Certains suggèrent la récupération de composants clés de missiles, de têtes nucléaires, voire de fragments de code cryptographiques. D'autres se montrent plus réservés, évoquant une moisson technique moindre, éclipsée par les difficultés de la remontée. Le manque d'aveux détaillés laisse le débat ouvert. Des spécialistes du renseignement et de la guerre sous-marine analysent les données disponibles. Ils évaluent ce que l'on pourrait tirer, en théorie, de la structure d'un sous-marin soviétique de cette époque. Ils pèsent la valeur d'apprendre à lire la métallurgie de l'ennemi, ses soudures, ses choix d'alliage, ses méthodes de câblage, ses solutions de guidage. Mais les certitudes restent rares. Les archives, sur les points décisifs, gardent leurs secrets. Une question, encore et toujours, revient dans les livres, les conférences, les études. Azorian fut-il un triomphe, un demi-succès ou un échec coûteux? Les documents déclassifiés, eux, admettent au moins ceci. Une partie du sous-marin a bien été remontée. L'exploit technologique, dans tous les cas, a été réel. Le reste demeure noyé dans le non-dit, cet océan parallèle qui recouvre les opérations clandestines. Au-delà des abysses, le Project Azorian laisse une empreinte à la surface du droit. La Glomar Response devient un précédent, inscrit dans la jurisprudence américaine autour du FOIA. Elle offre aux agences la possibilité de répondre à certaines requêtes en refusant d'avouer même l'existence des documents demandés. Un bouclier verbal, simple, terriblement efficace. La CIA, le FBI, d'autres encore, l'emploient ensuite dans des affaires qui n'ont plus rien à voir avec le sous-marin soviétique, mais tout à voir avec la protection du secret. Dans les couloirs du Congrès, dans les facultés de droit, cette formule nourrit des débats. Jusqu'où la transparence peut-elle aller lorsqu'elle se heurte aux impératifs du renseignement? Le cas du Glomar Explorer devient un exemple, un texte fondateur pour cette discussion sans fin entre la lumière et l'ombre. Sur le plan technique, l'héritage d'Azorian se prolonge en silence. Les technologies de levage en grande profondeur, les systèmes de positionnement dynamique, les structures cachées dans des moonpools trouvent des descendants dans d'autres programmes, souvent classifiés. Certains enseignements migrent vers la US Navy, vers la communauté du renseignement, vers d'autres navires spéciaux dont les noms ne s'affichent pas dans les journaux. Le Glomar Explorer, lui, se voit reconverti. Après avoir servi à cette mission impossible, il retourne à une vie plus conforme à sa couverture. Des activités civiles de forage en haute mer. Les années l'usent, puis le retirent du service. Il finit désarmé, démantelé, comme un colosse dont on dissout lentement les os. Dans les livres d'histoire de la guerre froide, le Project Azorian prend place. Non comme une simple note de bas de page, mais comme l'un des sommets de l'art du renseignement technologique. On y voit l'alliance de l'ingénierie lourde, de la dissimulation industrielle et du secret d'État. Une opération où les hommes ont forcé la mer à rendre une part de son butin, sans jamais en avouer pleinement la valeur. Pourtant,
Même au début du XXIe siècle, une part significative de ce dossier demeure fermée. Les informations précises sur le contenu exact récupéré, sur certaines décisions au cœur de l'opération, restent classifiées. Les États-Unis reconnaissent officiellement la tentative de récupération, le rôle du Glomar Explorer, la cérémonie funéraire pour les marins soviétiques. Ils racontent la forme, mais testent encore le noyau. Les universités, les rédactions, les auteurs spécialisés intègrent désormais Azorian dans les grandes chroniques des opérations clandestines de la CIA. La matière première de ces récits est une mosaïque. Documents partiellement déclassifiés, témoignages d'anciens responsables, enquêtes journalistiques. La silhouette de l'opération se dessine en contours nets, mais ses détails les plus précieux restent enveloppés de brume. Aujourd'hui, le Project Azorian est établi comme un fait historique. Sa chronologie se lit de la disparition du K-129 aux révélations partielles, de la construction du Glomar Explorer à son démantèlement. Pourtant, au cœur de ce récit brûle encore un noyau de non-dits. Comme le sous-marin brisé au fond du Pacifique, l'histoire conserve ses zones de silence, ces compartiments étanches où le secret défense américain tient encore, solidement, ses verrous. Et dans les abysses, là où la lumière ne descend jamais, le reste du K-129 demeure. Tordu, écrasé, entouré de froid et de nuit. Les hommes ont réussi à en arracher une part, défiant la mer, la gravité, le temps. Mais l'océan, lui, a gardé le dernier mot. Ce qu'il a refusé de livrer continue d'habiter les profondeurs, comme un rappel implacable. Certaines histoires, même lorsqu'on les approche d'aussi près, ne se laissent jamais entièrement saisir.